Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous plongeons dans deux extraits explosifs de la conférence de presse de Maria Zakharova du 24 avril 2025, l'un sur les doubles standards des Nations Unies, l'autre sur la militarisation agressive menée par l'OTAN. Sur les doubles standards du secrétariat de l'ONU dans le contexte de la crise ukrainienne. Pour établir un constat objectif de la situation réelle et organiser efficacement le travail de l'ONU, il revient à son secrétariat d'agir. Celui-ci doit faire preuve d'impartialité, ne prendre parti pour aucun camp dans un conflit donné et remplir ses fonctions avec rigueur. Et en quoi consiste-t-elle? Il s'agit de suivre scrupuleusement la Charte des Nations Unies et de s'acquitter des responsabilités fonctionnelles qui en découlent. Faciliter l'activité des États membres au sein de l'ONU, veiller au bon fonctionnement des institutions de l'organisation et de son secrétariat, et exécuter honnêtement, de manière cohérente et systématique, les tâches prescrites en rendant compte de leur mise en œuvre. Malheureusement, depuis le coup d'État anticonstitutionnel à Kiev en 2014, le secrétariat de l'ONU applique systématiquement une politique de deux poids, deux mesures à l'égard des événements en Ukraine. Nous n'avons jamais entendu, de la part des représentants de l'Organisation mondiale, la moindre critique à l'encontre des autorités issues du Maïdan, alors même qu'elles ont mené pendant 8 ans une véritable guerre contre leur propre population dans les régions orientales de l'Ukraine. Le secrétariat de l'ONU n'a pas non plus lancé d'appel à un dialogue direct entre Kiev et le Donbass, comme l'exigeait la résolution 2202 du Conseil de sécurité, qui avait entériné le paquet de mesures pour l'application des accords de Minsk. Personne, au sein du secrétariat, n'a jugé bon de rappeler aux parties leurs obligations, ni de constater l'inexécution manifeste de ces accords, notamment par le régime de Kiev et ses parrains. Depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, la position des représentants onusiens sur le dossier ukrainien est devenue encore plus biaisée. Il est désormais courant de les voir passer sous silence les violations flagrantes du droit international humanitaire par le régime de Kiev. Utilisation de civils comme boucliers humains, déploiement de matériel militaire et de positions de tir dans des zones résidentielles, torture, sévices infligés aux prisonniers de guerre et à la population civile, exécution de civils. Parfois, lorsque certains faits ne pouvaient être dissimulés ni interprétés autrement et qu'ils impliquaient une forme de responsabilité des forces armées ukrainiennes, le secrétariat de l'ONU se contentait de vagues rappels à la neutralité, sans jamais nommer les choses. Il lançait ponctuellement des appels à la retenue, à toutes les parties du conflit. Et cela même lorsque des nourrissons perdaient la vie. On appelait à des enquêtes indépendantes et à la punition des responsables, tout en affirmant ne pas disposer d'informations précises sur l'origine des tirs. Pourtant, lorsque la Russie est accusée de faits qu'elle n'a pas commis, là, les données, les preuves et l'indignation ne manquent jamais. On a vu cette attitude lors de la mise en scène de Boutcha, des événements tragiques à la gare de Kramatorsk en avril 2022, de l'évacuation des civils d'Azovstal en mai 2022, de l'attentat terroriste contre le pont de Crimée en octobre 2022, des crimes inhumains perpétrés par la clique de Kiev contre des civils dans la région de Koursk lors de l'incursion des forces ukrainiennes en août 2024, ou encore des assassinats ciblés de journalistes russes dans l'exercice de leurs fonctions tant sur le front qu'en territoire russe. À aucun de ces moments, le secrétariat n'a tenté de réagir. Il n'a pas vu la mise en scène de Boutcha. Au contraire, il a diffusé le récit selon lequel la Russie serait responsable de tout. Même lorsque le régime de Kiev revendiquait explicitement les attentats contre le pont de Crimée sur lequel circulaient des civils, morts ensuite dans l'attaque, le secrétariat de l'ONU n'a rien remarqué. La liste des crimes du régime de Kiev restés sans réaction appropriée de la part des responsables onusiens pourrait se prolonger indéfiniment. Dans les faits, les représentants du secrétariat reprennent volontiers les campagnes de désinformation orchestrées par Kiev et ses parrains occidentaux, participant à des opérations médiatiques contre la Russie. Il n'est pas rare de voir des accusations lancées contre la partie russe pour des frappes prétendument ciblées sur les infrastructures civiles et énergétiques de l'Ukraine. Dernier exemple en date, les commentaires du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, à propos des événements d'avril à Soumy, qui évoquent une série d'attaques sur des villes ukrainiennes ayant causé des pertes civiles et des destructions massives. Le comportement des représentants onusiens n'est guère plus exemplaire sur le plan politique. Le secrétaire général Antonio Guterres s'est discrédité en multipliant les déclarations biaisées au sujet des référendums populaires tenus dans les régions de Zaporijia, Kherson, Donetsk et Lugansk.
Selon lui, la décision d'annexer ces régions est sans valeur juridique et mérite d'être condamnée. Pourtant, il s'agit de l'expression libre d'un peuple meurtri qui se souvient de ce que ses ancêtres ont subi sur cette terre. Un peuple qui, après la Seconde Guerre mondiale, a souffert des provocateurs et des bandéristes et qui aujourd'hui lutte contre le néonazisme pour sa survie, alors qu'on cherche à effacer jusqu'à sa mémoire et sa conscience. L'approche sélective du secrétaire général et d'autres hauts fonctionnaires de l'organisation dans leur interprétation de la Charte des Nations Unies suscite, pour le dire avec modération, un profond étonnement. C'est une véritable acrobatie juridique. Ces fonctionnaires semblent oublier que leur mission consiste à défendre l'ensemble des principes de la Charte dans leur intégrité, leur interdépendance et leur complémentarité. Le principe de l'intégrité territoriale, qu'ils brandissent régulièrement, n'est applicable, selon la déclaration consensuelle de 1970 sur les principes du droit international, qu'aux États dont les gouvernements respectent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui représentent l'ensemble de leur population. Il est évident que le régime issu d'un coup d'État à Kiev ne répond à aucun de ces critères. Ni Zelensky, ni ses prédécesseurs ne peuvent prétendre représenter tout le peuple ukrainien, ni garantir ses droits linguistiques ou juridiques. Ils n'ont pas à décider qui peut ou non parler sa langue maternelle. Quant au développement récent du conflit ukrainien, les représentants onusiens évoquent timidement la nécessité d'un dialogue russo-américain pour sa résolution. Mais ils font mine d'ignorer les moqueries de Zelensky à l'encontre des propositions de cessez-le-feu ou de trêve. Le secrétariat prétend vouloir faciliter d'éventuels pourparlers entre Moscou et Kiev si les deux parties en font la demande. Et si le comportement irresponsable de Zelensky se poursuit, que fera le secrétariat? Se retirera-t-il du processus de paix et adoptera-t-il à nouveau la rhétorique occidentale du champ de bataille? Les responsables onusiens, dans leur manière désormais habituelle, interprètent de manière sélective les principes d'intégrité territoriale, en particulier celui de l'Ukraine, en oubliant qu'ils doivent être appliqués en lien avec la garantie des droits des peuples concernés. Pour nous, il est évident que le comportement d'Antonio Guterres et de ses subordonnés contrevient à la lettre et à l'esprit de l'article 100 de la Charte des Nations Unies, qui exige des fonctionnaires du secrétariat qu'ils fassent preuve d'impartialité et s'abstiennent de tout acte susceptible d'affecter leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'organisation. Leurs propos et agissements violant également l'article 97 qui définit le secrétaire général comme le plus haut fonctionnaire administratif de l'organisation. Ces fonctions ne lui donnent en aucun cas le droit de faire des déclarations politiques partisanes au nom de l'ONU, ni d'interpréter les normes de la Charte ou les documents de l'Assemblée générale. Répétitivement, Antonio Guterres et ses collaborateurs outrepassent leurs prérogatives et s'inscrivent de facto dans le front anti-russe. Nous déplorons que les agents onusiens préfèrent jouer les relais de la propagande occidentale et exercer des pressions sur les États membres. Il leur revient pourtant de se conformer à la lettre et à l'esprit de la Charte. Dans ce contexte, il paraît presque absurde d'envisager que le secrétariat puisse jouer un rôle de médiation dans la crise ukrainienne. À propos du renforcement du potentiel de l'OTAN, nous venons d'évoquer le soutien occidental. Ce soutien provient principalement des pays membres de l'OTAN, car c'est précisément là qu'a germé cette logique d'affrontement, de planification de l'agression, de guerre et de carnage. Toute l'activité actuelle de l'Alliance atlantique est désormais orientée vers la confrontation avec la Russie et l'expansion de son influence dans des régions du monde où aucun pays membre de l'OTAN n'est présent. Dans quel but? Pour y semer également le trouble. L'OTAN est, en réalité, revenue à l'idéologie de la guerre froide. Elle renforce sa présence militaire sur les flancs est nord. Une infrastructure correspondante est créée et étendue à proximité de nos frontières. Une priorité absolue est accordée à la préparation en vue de repousser une prétendue menace russe. Il est notoire qu'un déploiement militaire intensif est prévu sur les territoires frontaliers de la Russie, dans les pays membres de l'Alliance.
préparation à des actions de combat, création de dépôts avancés d'armement et de matériel militaire, ainsi que d'autres infrastructures destinées à assurer un déploiement rapide des forces coalisées. Ils ne s'en cachent même pas. Ce ne sont pas des données de renseignement confidentielles, mais bien des annonces publiques de leur plan d'action. Dans les pays membres de l'OTAN voisins de la Russie sont stationnés des groupes tactiques de combat de l'Alliance. Des troupes et du matériel sont transférés depuis les États membres vers le flanc oriental. Des installations sont aménagées pour accueillir les contingents militaires d'Europe occidentale près de nos frontières occidentales, dans les régions de la mer Baltique et de la mer Noire. La présence militaire américaine en Europe est en pleine expansion. Plus de 100 000 soldats et spécialistes américains y sont actuellement déployés, dont environ 20 000 supplémentaires envoyés depuis 2022. Le système intégré de défense aérienne et antimissiles de l'Alliance est perfectionné. Il est prévu de déployer en 2026, temporairement, sur le territoire de l'Allemagne, des missiles américains de moyenne et courte portée, y compris des systèmes hypersoniques de nouvelle génération. La capacité de défense antimissiles balistiques de l'OTAN s'est renforcée. À l'été 2024, le complexe antimissile américain Aegis Ashore, situé à Redzikowo en Pologne, a atteint sa pleine capacité opérationnelle. Il vient compléter les installations similaires en Espagne, en Roumanie et en Turquie. Le 14 janvier 2025, lors d'un sommet régional de l'OTAN, une nouvelle mission a été lancée en mer Baltique, baptisée Sentinelle Baltique, officiellement destinée à protéger les infrastructures critiques. Parallèlement, l'OTAN entend surveiller la navigation en mer Baltique en mettant l'accent sur la flotte dite fantôme que la Russie utiliserait prétendument. L'Alliance cherche à atteindre la suprématie militaire dans l'Arctique et y renforce sa présence. On y dénombre déjà quelques 50 infrastructures militaires appartenant aux États-Unis, au Canada, au Danemark, à la Norvège et à l'Islande, dont 22 aérodromes et 23 bases. Ces installations sont en cours de modernisation. Des itinéraires de transfert de troupes et d'équipements sont testés. Des dépôts avancés d'armement sont créés dans le nord de l'Europe. L'OTAN procède à une militarisation active des territoires de ses nouveaux membres, la Finlande et la Suède. Dans ces deux pays se déroulent des exercices conjoints avec les forces armées des États membres. La création d'une base multinationale de forces terrestres avancées de l'OTAN est envisagée en Finlande, ainsi que d'autres infrastructures coalisées. Cela, dans ce pays même avec lequel nous avons entretenu pendant des décennies une coopération pacifique. Tant de projets avaient été envisagés, des projets interétatiques d'envergure jusqu'au partenariat transfrontalier. Tout cela est désormais réduit à néant. Les griffes de l'OTAN ont transformé ce pays autrefois pacifique. Il est désormais abreuvé de russophobie et d'armement. En juillet 2024, en marge du sommet de l'OTAN à Washington, un pacte pour la collaboration en matière de brise-glace, Ice Pact, Icebreaker Collaboration, a été signé entre le Canada, les États-Unis et la Finlande en vue de renforcer leurs capacités dans la région arctique. La capacité coalisée de surveillance globale dans cette région est en développement, avec un accent particulier mis sur la surveillance des bases de la flotte du Nord russe. La création d'un réseau intégré de 8 stations radars sur le territoire norvégien est prévue, dont la première doit être opérationnelle en 2025. Les exercices militaires de l'Alliance, de plus en plus nombreux et de grande ampleur, ne se limitent plus au scénario défensif mais incluent également des actions offensives. Et l'ennemi désigné est ouvertement la Russie. En 2024, les États membres ont mené plus de 1000 exercices militaires. Les grandes manœuvres coalisées Steadfast Defended 2024, tenues de janvier à juin en Europe, furent les plus vastes depuis la guerre froide. Elles ont impliqué environ 90 000 soldats. Ces manœuvres, coordonnées dans un cadre stratégique unique, la confrontation sur le flanc oriental avec un adversaire de force équivalente, notamment la Russie, comprenaient des tirs réels et des bombardements. Elles ont eu lieu sur les territoires, dans les eaux et dans l'espace aérien de la majorité des pays membres européens de l'Alliance. Le transfert de troupes depuis les États-Unis vers les frontières russes, via le territoire européen, a également été testé. En 2025, l'OTAN ne compte pas réduire l'intensité de sa préparation militaire. De vastes exercices ont déjà eu lieu en Bulgarie et en Roumanie, du 13 janvier au 26 février, en Norvège, du 4 au 8 février, en Méditerranée, du 3 au 14 mars. Des manœuvres sont prévues dans les pays baltes et en Pologne,
d'avril à juin, ainsi que dans l'Arctique, du 28 avril au 9 mai. Ces exercices incluent l'entraînement à l'interopérabilité opérationnelle dans divers environnements, ainsi que la logistique du transfert de troupes. Les scénarios des nombreux exercices nationaux et internationaux des États membres de l'OTAN en Europe visent presque systématiquement une confrontation potentielle avec notre pays. L'OTAN n'a apporté aucune valeur ajoutée à l'Europe en termes de stabilité ou de sécurité. Bien au contraire, son expansion géopolitique vers l'Est a mené à un conflit militaire et à l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne. L'obsession de l'OTAN pour la confrontation avec la Russie et son renforcement militaire accéléré créent des menaces non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour celle du monde entier. La situation en Ukraine, provoquée par l'Occident, a entraîné des bouleversements tectoniques dans l'économie mondiale, la logistique, la sécurité alimentaire et informationnelle. Les pays ne parviennent toujours pas à réagir de manière adéquate à ce qui a été mis en œuvre par l'administration Biden avec l'aide du régime de Kiev. Dans la partie occidentale du continent européen, les risques d'incidents susceptibles de dégénérer en un conflit armé direct, aux conséquences tragiques pour l'Europe et pour le monde entier, augmentent. Tout cela s'inscrit dans un contexte de réécriture accélérée de l'histoire et de libération d'une véritable idéologie nazie et néo-nazie. Comme si l'on avait volontairement relâché ce génie maléfique hors de sa bouteille pour zombifier totalement les populations des pays de l'IE et de l'OTAN. La militarisation forcée et la création de nouvelles lignes de division imposées par l'Alliance ne renforcent en rien la sécurité en Europe, mais engendrent au contraire des risques colossaux. Et à ceux qui, ici ou là, dans la presse ou à la télévision des pays de l'OTAN, nous désignent constamment comme des agresseurs, je viens de présenter des faits irréfutables sur ceux qui, en réalité, se livrent à une militarisation à des fins agressives, destructrices et immorales. En conclusion, la question reste ouverte. Jusqu'où l'ordre international actuel peut-il aller dans son soutien aveugle à certaines puissances, tout en piétinant les principes de paix et de justice? Peut-on réellement parler de sécurité collective lorsque l'OTAN poursuit une expansion qui exacerbe les tensions, au lieu de les apaiser? Et pourquoi l'ONU, supposée garantir l'équilibre mondial, semble-t-elle fermer les yeux face à des comportements aussi contradictoires? Ces interrogations méritent votre attention, et surtout, votre avis. Quel rôle voyez-vous pour ces institutions dans la construction d'un monde plus juste? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, car ce débat est loin d'être clos. Merci à tous de suivre cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles analyses.